Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Je suis tendu comme un string. Ça va bien se passer. Ouais. C'est normal, on est là. Bon, toi. Je suis avec Baptiste, Victor et Adrien, 3 amis cœur-cœur. Je peux dire que vous êtes gay, queer. Oui, Je suis d'accord. Des auditeurs assez fidèles du podcast et que on est super proches et je vous ai invité à manger des gaufres la semaine dernière pour goûter à mon sirop d'érable. C'est une vraie histoire vraie, hein. Il n'y a pas de message sous-entendu, hein. C'était vraiment du sirop d'érable. Et je partage, je galère à comment je conclue le podcast, comment je fais, je tournais autour de ça. Et là, vous m'avez dit, nous, on va te poser des questions, nous, on va t'aider. Et là, je me suis dit, mais bien sûr, trop bonne idée. Donc tu passes de l'autre côté. Je passe de l'autre côté. D'ailleurs, donc on est chez moi, là, à Paris, et normalement, les invités s'assoient ici, hein, dans ce fauteuil, oui. Waouh, t'as vraiment échangé les rôles, quoi. Ouais. J'adore. Et moi, je suis dans le canapé, dans votre canapé, là. Au programme, j'ai envie de raconter pourquoi j'arrête le podcast et rapidement le processus, mais ce qu'on a trouvé intéressant à partager, c'est, moi, ce podcast, en 4 ans et près de 400 épisodes, m'a transformé. À chaque début d'épisode, je dis je suis gay et j'ai des blocages. En fait, aujourd'hui, je me suis vachement débloqué grâce au podcast. Ouais. Et donc, j'ai pris du temps pour me dire, ok, comment le podcast a impacté concrètement. J'ai envie, je pense que c'est intéressant pour les gens, qui sont pour les hommes, gays, queer, mais toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans un chemin d'épanouissement. En gros, là, moi, je donne tout. Je dis, voilà les trucs que j'aurais aimé avoir et que j'aurais aimé savoir, qui ont fonctionné pour moi, peut-être pour d'autres personnes. J'ai aussi demandé à des auditeurs de nous poser des questions. On en aura quelques-unes aussi. Et voilà. Et après, je vais aussi indiquer c'est quoi la suite. Avant qu'on se lance, j'ai quand même envie de dire plusieurs choses. Parce qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps, qui sont très importantes. La première, c'est bien sûr, tous les épisodes resteront disponibles. Sur YouTube, il y a plein de censure, mais à part ça, sur les autres plateformes, c'est oui. Deuxièmement, les rencontres entre auditeurs qui ont essaimé un peu partout en Europe restent. Elles sont autogérées, elles continuent, donc c'est des auditeuristes comme toi et moi qui lèvent la main dans leur ville et hop, qui organisent des rencontres. On a développé un petit jeu, de questions-réponses qui est en libre accès, que les gens peuvent télécharger ou imprimer. Et ça continue. Et ça, il faut aller sur activeoupassif.com/rencontre, ou en gros sur le site, il y a la page rencontre. Et c'est des groupes WhatsApp que les gens peuvent rejoindre par ville. Et si dans votre ville, il n'y a rien, tu peux lever la main, tu peux me contacter en disant « moi, je vais organiser des trucs ». Donc ça, la communauté va continuer. Pareil pour le Discord, qui est autogéré. C'est bien sympathique. Et enfin, il y a des gens qui me disent « moi, j'ai toujours eu envie de contribuer, mais j'ai jamais pris le temps ou je ne pouvais pas avant ». Et oui, la page ne va pas fermer et je laisse chaque donateurice libre de continuer à m'aider, je n'ai pas le chômage, ou d'arrêter à sa guise, quoi. Mais j'ai des gens qui ont dit, je viens de commencer, j'ai donné que 5 €, je suis prêt à donner plus, ils peuvent. Voilà. Et dernière chose, il faut s'abonner à ce podcast et activer les notifications, parce que The Question, c'est quoi la suite ? On va en parler, mais pour être tenu au courant, en fait, je ferai un épisode. Et je sais pas quand. Et donc, pouf, un jour, il y aura un épisode et il y aura des nouvelles. Je suis Teasing. Teasing de ouf. On commence par quoi ? Le processus. Allez-y, hein, ouais. Moi, j'ai envie de poser une question. Waouh, Adrien. Est-ce que tu te souviens, quand tu as commencé il y a 4 ans, dans quel état d'esprit t'étais précisément, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire le podcast ? Direct, je suis super ému. C'est que la question est bonne, du coup. C'est que la question est bonne. Franchement, j'étais tellement en galère, quoi. J'étais vraiment en galère et je me souviens...
J'ai fait 10 ans de thérapie et ça marche, hein, je conseille à tout le monde de faire de la thérapie. Ça m'a vachement aidé, mais j'étais là, franchement, j'ai 35 ans et j'ai plein de blocages sexuels, je vais pas crever tout bloqué comme ça, quoi. J'avais peur de mille et un trucs dont on va parler certainement. Le gros truc, c'était l'hypocondrie. J'avais une peur maladive des IST et c'était vraiment un geste de, franchement, je vois. Je vais essayer ça. Genre, j'avais vraiment... En fait, ce que je dis en intro, je l'ai toujours pensé. Je me suis dit, non, mais il y a plein de gays et de queers. Je pense que je suis pas le seul. Ils vont me raconter leur vie et je suis sûr qu'il y aura des astuces, des trucs qui vont m'inspirer là-dedans. Je me dis, ça va m'inspirer. Et hop, j'ai lancé ça. Et il faut dire que juste avant, j'avais fait un podcast sur la psychanalyse qui s'appelle « Ma dernière séance de psychanalyse » où j'avais utilisé le même procédé. J'avais fait 10 ans de psychanalyse et j'avais arrêté. Je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je pense de cette affaire ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et donc, j'ai tendu le micro à des gens qui me racontent leur dernière séance de psychanalyse. Donc, l'idée m'est venue de là aussi. Ouais. Donc, j'étais dans cet état d'esprit, ouais. Ouais, j'avais peur, hein. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait, ouais. Et tu t'attendais à autant d'épisodes ou pas ? Non. Non, parce qu'au début, j'ai plusieurs fois essayé d'arrêter. Non, mais plusieurs fois, je me suis dit, c'est trop dangereux, je suis en train de raconter... Enfin, c'est trop sexuel, c'est trop intime. J'avais peur, quoi. Je me suis dit, je vais jamais retrouver un boulot. Il y avait mon prénom, mon nom, tu vois. Donc j'étais là, putain, mais c'est vraiment genre sur la place publique. Je parle de mon anus, quoi. Et je me suis vraiment dit, c'est dangereux, quoi. Mais c'est un peu dangereux, enfin, dans le sens, tu payes le prix aussi. Donc. Puis je me suis dit, mais si ma famille tombe là-dessus, en fait, je l'ai aussi fait pour ma famille, hein, pour de vrai, pour en parler après, mais ouais. Moi, il y a un truc que là, tu as évoqué que j'ai envie de souligner, c'est, si je demande à d'autres hommes gays et queer comment ils font, en fait, je trouve que une des forces de ton podcast, et je pense pourquoi il a aussi bien marché, c'est que tu sors de la honte pour créer une culture, c'est-à-dire une transmission de savoir, d'histoire, de mythes, de vécu, et pour que, en fait, tout le monde en bénéficie et que tout le monde se transmette du savoir de, ok, comment on fait, et toi tu fais comment, et toi tu fais comment, et on est tous un peu différents, mais il y a quand même cette transmission-là. Et typiquement sur l'orgasme prostatique, on devrait, les gays, on devrait être les pros de l'orgasme prostatique, puisqu'on est les premiers à utiliser la prostate, et pourtant, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et donc, je trouve que c'est une des forces de ton podcast, ça a été vraiment... de créer une culture, quoi, une culture de la sexualité gay. Et ça, je trouve ça fort. Et est-ce que c'était une intention pour toi, ou est-ce que ça s'est fait et puis tant mieux. Est-ce que c'était déjà une intention à l'origine ? Mais non, mais c'était pas. Mais j'avais pas du tout cet espoir-là. Je sais pas. Peut-être je suis un. Non, mais j'avais. Par humilité, pas du tout l'impression que ça pouvait se passer. Non, le truc auquel je me raccrochais pas mal, c'est le pouvoir du dire. En fait, je suis sûr que dire les choses, ça libère, tu vois. Mais non, je pensais pas. Non, et en fait, encore aujourd'hui, ce que je trouve vachement émouvant, c'est j'ai toujours eu besoin des retours positifs des gens, parce que je trouve que c'était génial. Mais je vous l'ai plusieurs fois dit, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Souvent, mon cerveau se déconnectait de ces feedbacks positifs. Tu vois ce que tu viens de dire et tout. J'ai toujours peur de manquer d'humilité, de trop m'y croire, tu vois, de trop croire en moi. Moi, je trouve que quand même, s'il y a un truc qui n'a pas bougé pendant les 4 ans du podcast, c'est, je trouve, un peu mon syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression qu'il est intact, lui. Hein. Mais non, et petit à petit, les gens me l'ont dit. Les gens qui participaient au podcast m'ont dit, ça m'a vachement libéré. Et les gens, dans les messages, sur Instagram, dans les emails et tout, les donateurs m'ont dit ça, ouais. Et je m'en suis petit à petit rendu compte. Ouais. Mais je pense que... Et je peux non, mais n'hésitez pas à m'interrompre, mais je pense qu'en fait, genre, comme c'est pas très savant, genre, tu vois, c'est pas genre... c'est un peu tout bête, quoi. En gros, tu tends le micro à quelqu'un et je fais pas de montage. Et donc, quelque part, je me suis toujours un peu dit, bon,
Est-ce que c'est si magique que ça, et alors que ça l'est, je pense. Ça vraiment. l'est, Ouais. et je crois que beaucoup de gens te le font refléter. C'est quelles questions tu poses et comment tu réagis. Et comment tu arrives à instaurer un climat de sécurité et de soutien pour que les gens accouchent de leur récit et de leur vécu. Donc oui. Merci. Mais C'est l'horreur, on va pas passer un épisode à me faire des compliments. Ah non, mais tu vas pas y couper quand même. Moi ce que je trouve intéressant, je sais pas si c'est intéressant le terme, mais c'est le côté où mettre des mots sur des choses où même si c'est simple, je trouve que en général, c'est pas facile d'avoir accès à d'autres réalités, d'autres vécus à la première personne par rapport à la sexualité. Et moi, je pense notamment à... moi, j'aime beaucoup parler de sexualité avec pas mal de mes amis, des gens qui sont proches de moi. Et j'ai constaté que y a une personne de mon entourage, par exemple, qui parlait de sexualité qu'avec moi. Ou qui était, du coup, à part... s'il n'y a pas de ce genre de ressources, donc je considère que tu vois, la ressource que tu as créée et que tu as contribué à créer, je trouve que ça peut se substituer à des liens qui n'existent pas forcément, ou des fois on ne sait pas forcément faire parce que c'est quand même encore super tabou. Et donc je trouve que ça vient nourrir moi j'imagine là où ça vient nourrir les gens, là où moi j'ai beaucoup besoin de parler de cul ou de relations à mes proches, ceux qui n'y arrivent pas, je me dis que du coup ça débloque vachement et je trouve ça super puissant. Ah ouais, grave. Bah ouais, mais grave. C'était pas l'intention n'était pas de faire un compliment déguisé, mais bon, je le pense vraiment. Non mais grave, franchement moi j'étais super touché, enfin j'ai vraiment je suis le plus touché par les personnes isolées qui m'envoient des messages, tu vois. En fait, j'ai souvent des messages, et donc là je reviens d'un voyage au Québec. Donc les gens qui ont suivi le podcast ont su que je suis parti au Québec, il y a quelques épisodes au Québec. Et franchement, j'étais pas loin de la Gaspésie, dans un endroit reculé. Enfin, bon, c'est juste loin d'une grande ville, quoi. C'est pas si reculé que ça. Mais quelqu'un m'a reconnu. Et après, moi, j'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde quand je suis au Québec. Mais bon, pour les gens qui habitent au Québec et qui écoutent, c'est pas l'autre bout du monde. Mais et qui a dit ça, quoi. Qui a dit, moi, en fait, il y a pas d'assaut, je connais personne. Et puis je suis pas forcément out, etc. Enfin, il y a plein de... Ouais, et là, donc j'ai annoncé que j'arrêtais, donc j'ai une pluie de compliments et des trucs, des messages trop beaux, et il y a plein de gens justement qui disent ça, qui disent, moi c'était pendant que je réfléchissais à faire mon coming out, personne le savait, donc le podcast c'était un endroit safe. Un endroit safe, ouais, avec une parole entre nous, quoi. Franchement, c'est trop beau. Franchement, je suis trop ému, quoi, que ça, ouais. C'est magnifique, quoi. Et c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui me disaient, moi, ça m'intéresse pas trop, parce que j'ai plein de potes, je parle de cul facilement, j'ai mon médecin, enfin, tu vois, et je trouve ça cool. Et en effet, c'est la ressource, comme tu dis. Merci, ouais. Trop chouette. J'ai une proposition, parce que là, on a commencé à partir un peu c'est le bordel. du bilan et tout, mais je crois qu'il y a un truc, le public veut savoir, c'est, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois ? Et comment t'es venu à cette décision d'arrêter, en fait? Donc là... Oui, c'est vrai. On aurait pu commencer par ça. On aurait pu commencer par ça. Ouais, si ça vous va. Ouais. En juin, je déjeune avec Adrien, toi. Yep. Et je te parle de... j'ai un peu là du mal à continuer. J'ai un peu une panne. Et je me rappelle avoir utilisé le mot de jachère, qui est un mot que j'affectionne particulièrement. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, je suis absolument pas un grand connaisseur, mais en gros c'est apparemment quand tu laisses un champ faire bien ce qu'il veut, donc tu ne le touches pas et pousse ce qui pousse ou rien ne pousse, pour régénérer la terre, parce que si la terre sans cesse alimente des petites graines et des cultures et toujours les mêmes, il n'y a plus rien qui pousse. À un moment donné, les nutriments de la terre, bon, peut-être qu'il y a des gens, des agriculteurs qui écoutent et qui sont là, mais c'est pas du tout ça une jachère. Bon, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Et je me souviens t'en parler, et je me souviens revenir comme ça, genre de notre déjeuner, rentrer chez moi et me dire, mais bien sûr, quelle excellente idée, je vais avoir le courage de faire une jachère, c'est maintenant. Et là, j'ouvre mon ordinateur, et il y a mon agenda qui pop et qui me fait Québec dans 2 mois. Et j'étais là, mais oui, merde, je pars au Québec, c'est pas maintenant que je peux m'arrêter, parce que le Québec exigeait énormément de travail pour trouver des témoignages là-bas, des contacts et tout.
Donc j'ai pour autant interrompu pendant 2 mois les enregistrements. Donc je les ai publiés, puis j'ai fait des rediffusions. Puis je suis parti 1 mois en vacances totalement déconnecté, notamment chez les Faits Radicales, dont on pourra reparler. Où là il n'y avait pas de téléphone, etc. En me disant ben voilà, comme ça je reviendrai rechargé. Et en fait je suis arrivé au Québec, j'étais censé être rechargé et puis en fait la batterie était vide. J'avais pas la flamme. Et en fait pas mal de déni et de peur parce que genre moi ce podcast c'était un peu toute ma vie. Puis je me suis tellement battu pour que ça fonctionne, je me suis tellement battu pour trouver un modèle économique et tout, j'étais là c'est pas possible, vas-y. Mais en vrai j'ai déjà eu des hauts et des bas et là je sentais que j'étais arrivé au bout du chemin. Éditorialement j'avais des idées de sujets mais mon cœur n'y était plus, tu vois. Moi j'adore les gens, j'adore poser des questions, j'adore les témoignages, j'adore ce podcast vraiment. Et éditorialement, il y a plein de sujets que j'ai pas soit assez bien couverts, soit tu vois, que j'aurais pu couvrir plus. Mais moi, ma flamme intérieure, le truc de « Salut, moi c'est Guillaume » et je suis bloqué dans ma sexualité et là, je suis déterminé à comprendre, tu vois, à trouver des idées et tout, je l'ai plus. Parce que, victoire, joie, après 380 et plus épisodes et 4 ans, je me sens épanoui. Et petit à petit, j'entends dans les réponses des gens de la redite aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais après, donc je l'ai annoncé sur WhatsApp d'abord pour faire vivre un peu la décision et voir un peu ce que, je sais pas, j'avais un peu peur et tout. Du coup, je l'ai annoncé sur les groupes WhatsApp là, des apéroditeurs. Et puis non, mais là, en fait, j'ai senti que la décision, elle est ultra alignée pour moi. Donc il y a pas mal de gens qui me demandent comment ça va. Et parce que j'ai pas eu tout communiqué sur les réseaux sociaux et ça va super bien et je me sens super aligné. Et puis je me sens super privilégié, tu vois, de pouvoir de pouvoir être courageux. Tu vois. Et j'ai vachement peur. J'ai peur du vide. Donc j'ai des idées de projets dont on va parler, mais en fait j'ai des idées de choses qui m'inspirent, mais en fait j'ai pas de chemin très clair. Je pense que c'est une autre des grosses questions. Non, j'ai pas de chemin clair. Donc c'est la jachère. C'est la jachère. C'est la jachère qui commence. Ouais. Et ouais. Mon niveau en jeux vidéo de console augmente. Mon classement augmente de ouf. Voilà. Attends, tu nous as dit... Platinum. Niveau Platinum. Platinum, c'est ça ? Alors, parmi 12 millions de joueurs, quelque chose comme ça. Soyons précis. 1% mondial, c'est ça ? Non. Les auditeurs veulent savoir, Guillaume. La PlayStation m'a dit, dans ce jeu, vous êtes meilleur que 78% des autres joueuses. Et il y a 12 millions de joueurs. Non, là je me suis emballé. Ah pardon, ok. Je suis pas sûr du chiffre. Ok. Donc là, on peut à ce moment-là aborder mon rapport à la performance et mes problèmes d'angoisse de performance. Ça peut être pas mal. Subtile transition. Non, mais pour tenir notre fil rouge, c'est quand même un peu... si je pouvais parler à Guillaume il y a 4 ans, ou si je pouvais dire à tous les auditeuristes, moi, ça fait 4 ans que j'étudie ce sujet de la sexualité, de l'intime, amoureux, sexuel. C'est quoi les clés ? Qu'est-ce que... moi, la première, c'est se dire publiquement qu'on a bien discuté déjà, tu vois. Et c'est pour ça que je le redis. Moi, franchement, oser publiquement dire, c'est un peu le même concept qu'en thérapie, même si c'est un peu différent. Genre, dire mon blocage à mes amis, à mes amants, ça transforme. Même si j'ai 0 solution, dire... j'ai l'impression que c'est un gros bout du chemin et que la suite vient plus facilement une fois que j'ai dit, parce que mon cerveau, je crois, arrête d'être dans le déni. Bon, je suis désolé, c'est peut-être un peu genre des portes ouvertes, des idioties On ouvre toutes les portes. Qui sont peut-être déjà ouvertes pour plein de gens. L'autre truc que j'ai envie de dire, et peut-être vous en tant qu'auditeur, vous l'avez vécu, dites-moi vous si vous avez envie d'ajouter des trucs, mais entendre, c'est ce que tu as dit un peu Baptiste, entendre chez l'autre que c'est un chemin singulier, que ça va à gauche puis à droite, qu'il y a des hauts et des bas, entendre les blocages, les spécificités, en fait, moi, ça me libère de ouf, je me sens plus tout seul. De ouf. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on entend le blocage de quelqu'un d'autre, même si on n'a pas tout à fait le même, ou même si on a une autre expérience,
En fait, déjà, j'ai l'impression qu'en tant que queer, gay, homo, je sais pas comment on pourrait le définir, on a quand même une forme d'empathie parce qu'on a quand même traversé, je pense, chacun dans nos sexualités des moments un peu difficiles, donc on a forcément une espèce de truc un peu ah oui, ça je vois ce que tu veux dire, et je trouve qu'il y a quelque chose de la communauté, ou de quelque chose, il y a un truc qui a fait que le podcast, il y a quelque chose de transversal qui s'est passé entre tous les gens qui l'écoutaient. Et même si on n'était pas dans les mêmes problématiques, il y avait une sorte de soutien, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a aidé, et c'est ce que peut-être te racontait le gars qui est perdu au fin fond du Canada. Il dit en fait, je suis moins seul, quoi. Ouais. Et entendre effectivement le blocage de l'autre, même si c'est pas le même, du coup ça nous rapproche d'une certaine façon, quoi. Ouais. Puis la diversité des vécus aussi, je trouve. Moi, ça m'a vachement nourri, autant que ce soit des personnes qui te parlent de fist ou de polyamour. Ouais, vraiment, moi, ça m'a fait du bien de découvrir de nouvelles planètes sur lesquelles je ne suis pas. Ouais. Ça sera le point suivant. Donc, on peut pas en parler. Moi, j'ai une question pour toi, Guillaume, parce que du coup, il y a quand même une différence entre faire le podcast qui est un peu dans un endroit effectivement un peu intime avec quelqu'un, ou voilà, en face à face. Et après, il y a l'autre partie qui est plus la partie réseaux sociaux. Et comme tu l'as dit, en fait, quelqu'un t'a reconnu, parce qu'il t'a reconnu sans doute parce qu'il avait vu une vidéo d'Insta. Ça, du coup, c'est un peu ces deux trucs-là, à la fois le podcast et le travail des réseaux sociaux. C'est quand même deux choses qui sont différentes. Est-ce que si t'avais eu à choisir un seul des deux, par exemple, parce que les deux sont complémentaires, t'aurais choisi lequel ? Je pense que sans les réseaux sociaux, que je vais pourrir dans la phrase d'après. Oh oui. Sans les réseaux sociaux, j'aurais arrêté plus tôt. Pour être honnête, les réseaux sociaux m'ont vachement motivé, m'ont connecté à des gens super. Parce que tu as eu des retours positifs, et que les gens t'ont soutenu par les réseaux sociaux. Ouais, à la base, moi, ce que je trouvais rigolo, c'était un peu le défi de je vais essayer de trouver un modèle économique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 3 épisodes par semaine et qu'il y a un rythme assez effréné. C'est que plus tu publies et plus tu es visible dans l'application des gens. Parce que quand tu te connectes à ton application, le podcast qui a publié le dernier épisode apparaît en haut. Donc, c'est un peu bête comme ça. Et après, je me suis dit, les réseaux sociaux, je vais pouvoir faire des petites vidéos pour attirer des auditeuristes sur le podcast. Et puis, il y avait le dernier truc qui est dans notre point, dire... En fait, mettre mon visage et dire publiquement des choses que j'entends pas et qui sont censées être honteux. Moi, j'avais l'impression d'être un gangster, un pirate, un saltimbanque. J'adore parce que, en fait, je suis inarrêtable au moment où je dis « Ah ouais, moi, je sais pas ce que j'ai dit comme truc vrai, mais genre, je sais pas faire de lavement, ou j'aime bien me faire sodomiser, ou j'ai peur... » J'aime bien la double. Non, j'ai pas dit ça parce que c'est pas vrai. Oh. Mais en revanche, toi, peut-être que tu veux en dire 2 mots. C'est pas faux. D'accord. Non, mais tu vois, en fait, je me sentais vraiment puissant. Je me sentais vulnérable et inarrêtable dans le sens, je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte. Et moi, je pense que j'ai raison de pas en avoir honte et de le dire. Donc ouais, les réseaux sociaux, alors grâce à ça, m'ont connecté à plein de gens. Donc tu vois, aujourd'hui j'ai 35 000 followers et tout, et donc en fait ça a fait que quand j'avais des questions sur nos sujets, il y avait plein de gens qui me répondaient. Quand je cherchais des témoignages, il y avait plein de gens, tu vois, il y avait des vrais gens qui me faisaient des réactions rapides. Le podcast, c'est un média où tu es très isolé. Je suis tout seul avec mon micro, je publie, je peux regarder des chiffres qui bougent, autant vous dire que je les ai souvent regardés. Mais voilà, tu vois. Alors que sur Instagram, t'as autant directement la violence et la haine homophobe que j'ai eu l'impression aussi de pouvoir combattre différemment, tu vois, que quand j'étais au lycée. Et que... Ça t'a gêné la haine ? Il y a des moments où les haters, ça t'a vraiment atteint ? Ça m'a peiné. Ouais, franchement. Après, moi, franchement, je savais à quel jeu je jouais. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que là, j'ai pas publié pendant 4 mois. C'est que moi, une fois que le jeu, j'ai pas envie d'y jouer, j'y joue pas, quoi. Donc en fait, je suis une marionnette où faut être à la fois authentique, parce que moi, je vais pas mentir, et à la fois, faut être à la fois poreux
être tu vois, à écouter les gens, parce que sinon tu fais pas un réseau social, quoi. Et à la fois être solide comme un roc. Nadia, vous l'avez ou pas la référence? Non. Pas du tout. Ah, attendez, on est tous des années 80, solide comme un rock. Femme des années 80. Bon, on passe. Faut être aussi solide comme un roc pour se faire insulter et tout, ouais. Oui, et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, non mais moi j'ai un objectif, je fais des vues pour que des gens me disent, mais moi en fait, grâce à cette vidéo, j'ai découvert comment je me faisais mal en faisant un lavement. J'ai trouvé via l'annuaire, il y a un annuaire des médecins et des psys recommandés par les auditeurs. Il y a plein de gens qui ont trouvé leur médecin comme ça. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont envoyé un message en disant je t'ai découvert sur Instagram et ça m'a transformé. Et donc moi j'avais ça en tête et j'étais là, j'étais déter. Et puis je faisais aussi un peu ma psychanalyse, hein, je pense. Il y avait un peu un truc de moi oser dire tout ça publiquement et quelque part gagner sur les homophobes, alors que quand j'ai grandi au collège et au lycée, j'ai jamais gagné face aux homophobes, quoi. Oui, c'est eux qui avaient la parole, je me suis écrasé, je me suis excusé, j'ai enlevé tout ce qui avait d'efféminé de moi et j'ai certainement jamais parlé de sodomie. Et aujourd'hui, genre, répondre à un commentaire d'homophobe en faisant 200 000 vues grâce à lui, et après, dans les apéros auditeurs, rencontrer quelqu'un qui m'a dit « Je t'ai vu, t'étais insulté dans une vidéo, j'ai découvert le podcast, j'ai écouté 150 épisodes, et aujourd'hui ça m'a transformé. » Moi je suis là, mais... Ça c'est une victoire de ouf, quoi. Ouais, c'est peut-être un peu mesquin, mais bon. Non, mais en même temps, c'est une revanche sur ton histoire. Je trouve ça super beau, en fait. Une revanche dans le sens de... Enfin, je crois comprendre que t'as vécu pas mal d'homophobie quand t'étais enfant, ado. Ouais. Et enfin, je sais pas si après t'as envie de nous en dire plus ou pas, mais je trouve ça beau, en tout cas, que t'aies pu, du coup, peut-être transformer cette colère ou cette... Ouais. Oui, en fait, pour moi, la grosse limite, c'est que tant que je reste dans une binarité, l'homophobe est un gros connard et moi, je suis vraiment une belle personne sodomisée. Ce qui peut être vrai dans un temps T, tu vois, mais moi aussi, parfois, je suis le gros connard, certainement. Enfin, en fait, moi, là où je me retrouve juste pas, c'est dans la règle du jeu de la binarité des réseaux sociaux, où en fait, il faut se taper dessus et c'est, tu vois, c'est un peu... Il n'y a qu'une seule vérité et tout, quoi. Il n'y a pas la place à la nuance. Mais ouais, c'est beau. Moi, je suis très content, ouais. C'était un peu un défouloir aussi, hein. C'est très violent comme espace, mais c'est un peu un défouloir. Mais c'est vrai que du coup, ça a créé... Moi, je pense que, genre, au quotidien, ça a créé à la fois une addiction chez moi, où j'étais là comme un ouf à regarder sans cesse, à faire plein de trucs et tout, qui est ma personnalité addictive. Mais ça m'a donné quand même du pulse par rapport au podcast, ouais. Et l'homophobie que j'ai vécue, ouais, mais on pourra en parler au moment où on parle de stress minoritaire. Allez, ok. Non, mais parce que sinon, on déroule pas. Alors, déroulons. Non, mais tu vois, je me dis que... Non, mais c'est une très bonne idée. En gros, on a fini le premier point. Oui, je crois le dire publiquement, on l'a bien couvert. Notre deuxième point, c'est... Moi, le podcast m'a appris des techniques sexuelles de ouf. Donc, en fait, à petit Guillaume qui galérait il y a 4 ans... en fait, je lui dis, mais en fait, on t'a jamais appris. Et en fait, ça marche pas bien toujours, parfois. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais parce qu'en fait, techniquement, genre, en fait, c'est une compétence, le sexe aussi. T'as envie de dire un peu ce qui marchait ou ce qui marchait pas, à l'époque? Ah ouais, non, mais il y a plein de trucs qui marchaient pas. Après... Ah non, mais il y a tellement de trucs. Pour situer d'où tu viens, en fait. On commence par ce que tu as évoqué tout à l'heure sur l'hypocondrie. Même si c'est pas une technique, mais c'est des choses concrètes que tu as pu mettre en place de ouf pour sortir de ça. Bah, c'est en plus notre premier sous-petit point. Je suis le programme. Non, mais subtile transition et tout. Ouais, t'es trop fort. non, mais t'as raison. En fait, je pense que j'ai travaillé pour Médecins sans frontières, notamment sur les questions de VIH. Moi, je viens de là. Et ben, malgré ça, mon cerveau n'avait pas imprimé les bonnes informations. J'étais incompétent sur les MST. C'est fou, hein. Franchement, je le dis sans honte et tout. Et peut-être, bon, faudra pas que je recherche un boulot chez MSF parce qu'ils pourraient se demander. Mais non, mais bon, après, c'était pas exactement les mêmes sujets. C'était pas la sexualité entre hommes et tout. Mais franchement, j'avais rien compris aux IST, aux infections sexuellement transmissibles, hein. Donc, je me paniquais de trucs où en fait, il n'y avait pas de sujet. Et je savais pas bien mettre le curseur sur les risques. J'avais plein de préjugés sur la PrEP.
Lesquels, par exemple? Ah non, mais j'avais rien compris à la PrEP. Non, mais c'était la cata. I égale I, intransmissible. Non, indétectable égale intransmissible. Donc, le fait que quelqu'un, autant qu'une personne séronégative, quelqu'un qui est séropositif sous traitement, les deux, pareil, ne peuvent pas transmettre le virus qui est indétectable. Mais alors, attends, là, tu parles des gens qui sont séropositifs, exact, sous traitement. Exact. Et la PrEP, c'est complètement autre chose, je te remercie, mais j'avais rien compris à ça. Ouais. Et j'avais pas compris, donc, comment la PrEP fonctionnait. Mais en effet, peut-être t'as raison, je mélange plusieurs sujets, t'as raison. J'avais plein de sérophobie en moi, j'avais une peur panique. En fait, génération années 80, moi je suis né en 86. Donc ma sexualité, j'ai grandi dans les posters. Attention, tu vas mourir! Ouais, et puis même plus que les posters, moi je suis un tout petit peu plus âgé, mais moi j'ai le souvenir d'images de couloirs de gens atteints du VIH à l'époque. On nous les montrait au JT, c'était des fantômes, c'était des corps squelettiques avec le regard dans le vide. Enfin, c'était quand même terrorisant. Moi j'en ai parlé à ma psy à plusieurs reprises, parce que moi c'est ça qui m'a le plus marqué du VIH. En fait, c'est ce truc des années 80-90 qui a été vraiment ultra traumatisant. À l'époque, c'était, tant qu'il n'y avait pas les bons traitements, c'était la mort, quoi. Moi aussi, j'avoue que par rapport au VIH-Sida, je me suis rendu compte quand j'ai commencé ma vie sexuelle que en fait, ça m'avait complètement traumatisé. Je suis né en 87, donc pareil, fin des années 80. Et le sujet, pour moi, c'était tellement associé. Enfin, pour moi, les malades du sida, c'était l'une des seules visibilités médiatiques qu'avait l'homosexualité dans les médias à l'époque. C'est ça. Et en fait, moi, je me souviens que ça m'a traumatisé au point où j'ai eu des contacts un peu... Ouais, des contacts sexuels quand j'étais enfant avec d'autres enfants de mon âge. Genre, je sais pas, entre mes 6 et mes 8 ans. Et je me souviens, après, avoir eu peur d'avoir chopé le sida. Ouais. Et évidemment, bon, je pouvais en parler à personne. Ouais. Et vraiment, aujourd'hui, pour moi, la PrEP, c'est vraiment un médicament qui m'a libéré de ça, même si je sais que au final, j'ai pas tant de partenaires que ça. Donc, c'était pas complètement... je suis pas sûr d'être complètement le public cible médicalement parlant. Mais en tout cas... je pense qu'il y a des pratiques que je ferais juste pas si j'avais en tout cas moi je me sentais vachement bloqué, genre avoir du sperme dans la bouche, pour moi c'était juste pas possible. Et ça m'a débloqué par rapport à ça, même si moi j'ai conscience que chez moi, pour moi en tout cas, la PrEP c'est plus quelque chose de psychologique. Mais ouais, moi je te rejoins complètement. C'est psychologique pour moi, et qu'en fait, on grandit. Enfin, pour moi, j'ai été traumatisé, c'est-à-dire, mon cerveau a tout mélangé. Parce qu'en fait, on est d'accord que les IST et le VIH, enfin, il y a plusieurs IST. Bien sûr. Il y a le VIH, c'est différent, et qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les années 80. Enfin, mais c'est comme si mon cerveau, à ce moment-là, au début du podcast et tout, n'avait pas bien enregistré et agissait dans une irrationalité totale. C'était complètement, ça avait ni queue ni tête, quoi. C'était nimp. Donc vraiment, tous les épisodes avec les experts, où en fait, autour de la PrEP, où j'ai pu poser toutes les questions, et quelque part, le podcast est devenu un prétexte pour faire des recherches et trouver des scientifiques, des médecins, et j'ai trouvé des médecins, et ça j'ai adoré. Moi, je voulais des hommes gays, bi, ou en tout cas des premiers concernés, tu vois. Parce que je trouve que j'avais accès à des trucs un peu, des hommes en blouse blanche. Chaque fois, je me disais, mais toi, tu t'es jamais fait pénétrer. Enfin, c'est pas possible, tu parles comme ça. Et, tu vois, j'avais envie de gens où je comprenne vraiment, ok, toi, tu prends la PrEP. Ok, toi, t'as plusieurs partenaires et t'es médecin. Ok, moi, j'ai envie des questions à te poser, quoi. Mais je peux ajouter, parce que je vous en ai parlé cet été, là, au Québec, quand j'étais dans mes galères de... je sens qu'il faut que j'arrête le podcast, tournant de vie, putain de merde, dans le déni et tout. J'ai eu des angoisses. Et en fait, j'ai eu des angoisses... j'avais peur des IST. Et je trouve que c'est important de le dire, parce que je me suis dit, ah ouais, cette irrationalité-là, malgré le chemin parcouru... Donc, elle revient. Et après, je suis re-rentré à Paris.
Et hop, elles sont parties et sur ce canapé que vous voyez, j'ai eu un rapport sexuel avant-hier, tu vois. Et il n'y a plus. Félicitations. Non, mais tu vois, ouais, mais j'ai envie de faire un câlin à ce Guillaume du passé puis à ce Guillaume du présent. J'étais en insécurité. Quand je suis en insécurité de ouf, j'ai des vieilles angoisses qui remontent, quoi. Trop bizarrement, pour des gens qui se disent c'est les années 80, c'est bon. Mais ça, c'est la définition d'un trauma. Un choc qu'on n'a pas métabolisé et et donc on a une réaction irrationnelle et qui date d'un passé qui n'a plus lieu d'être. Ça, c'est un trauma dans les bouquins. Et en fait, le truc, c'est que c'est un trauma qui nous dépasse au-delà de nous quatre. Donc, au-delà du chemin qu'on fait nous, c'est un trauma collectif, sociétal. De ouf. Et donc, peut-être pour les vieux comme nous, non ? Peut-être aujourd'hui, non. Je pense que ça se transmet en plus le trauma. Bon, on va pas faire tout un. Ah ouais, peut-être ça se transmet. Ouais. Ça se transmet carrément. En tout cas, malgré tout le travail collectif et sociétal et culturel qu'il y a à faire. Toi, tu as évolué entre 4 ans, entre il y a 4 ans et aujourd'hui, ton rapport au VIH et aux IST en général. Ah, de ouf. Ah oui, j'ai pas dit, c'est dommage, je le dirai à la prochaine intro, mais il y a Benoît, un auditeur, qui est en train de catégoriser, de thématiser tous les épisodes. Donc sur le site du podcast, on pourra, en choisissant n'importe quelle, plein de thématiques, avoir tous les épisodes qui en parlent. Trop bien. Et du coup, il y a une thématique sur justement les interviews d'experts et les trucs médicaux. Donc gros pub là-dessus, sinon actifopassif.com/prep. Petit aparté, tu trouveras les liens des épisodes qu'on mentionne là dans le descriptif de cet épisode. Comme ça, tu peux les retrouver facilement et les écouter. Mais non, mais sur le podcast m'a donné de la technique sexuelle, parce que le point d'après, c'est sur les mécanismes psychologiques. Mais on finit ce point des techniques sexuelles. Le lavement. Yes. Le lavement. Est-ce que c'est pas ton plus gros épisode ? Et je suis une star du lavement. Je pense qu'on peut y aller. L'humilité, c'était pour le début de l'épisode. Ça suffit, cette affaire-là. Resta de lavement. C'est écrit. Incroyable. Ouais. Et parce que je pense que là, on touche vraiment au tabou et à la honte, le caca. Je pense qu'on peut pas parler de caca avec ton visage. C'est mot contre triple. Mais du coup, donc, raconte-nous, il y a 4 ans, ton rapport à ça, j'imagine la peur du coup que ce soit sale, que le sexe qui t'a pénétré ou le doigt soit sale. Et tes découvertes sur le lavement, sans aller forcément dans les détails, les auditeurs écouteront des épisodes. / lavement. Voilà. Il faut mettre ça sur le site internet. Non, les épisodes sont vraiment top. Notamment grâce au docteur Aurélien Garros, qui est vraiment genre quelqu'un comme toi et moi. S'il nous écoute, il va dire mais de quoi tu parles ? Non, mais tu vois, en gros, il a notre âge. Il est génial, je comprends tout ce qu'il dit et il est passionné et passionnant et c'est un expert pointu et c'est un des rares qui a dit j'ai envie de me spécialiser là-dessus aussi parce que c'est un premier concerné quoi. Et donc notamment en fait genre il y a sur internet plein de gens qui disent n'importe quoi sur c'est dangereux pour la santé et comment c'est dangereux pour la santé, donc ça peut l'être dangereux pour la santé mais en écoutant les épisodes on comprend de quoi il en retourne. Mais en fait ce qui se passe, que le docteur Garros dit, c'est qu'il n'y a pas d'études de fait et que c'est un sujet qui est complètement c'est la sodomie et le caca et c'est un sujet où on n'a pas d'études. Donc lui il dit je peux partager du savoir mais je peux pas dire à 100% parce que moi je suis médecin et scientifique et il me faut des études pour dire à 100%. Et toi ton rapport à ça justement, comment t'arriverais à savoir comment il a évolué ? Je me suis fait pénétrer il y a 5 jours. Toutes mes félicitations. Il y a eu un accident, ça m'a saoulé. Genre j'ai rien dit. Mais j'étais là, putain, ça saoule. Je suis pas à l'aise et tout. Et comment on est allé sous la douche. Okay. Comment il a réagi déjà ? Non, très bien. Non, mais ouais. Ah non, mais franchement, les gens qui sont pas gentils, ils sont pas dans ma vie, quoi. Et est-ce que tu avais appréhendé ? Est-ce que tu avais l'appréhension en te faisant C'était nul ce que je viens de dire, personne n'a... C'était un peu neuneux, mais vas-y, pardon. Non, mais tu vois, quelqu'un qui me shame, voilà, pardon, c'est ça que je veux dire. Quelqu'un qui me shame à n'importe quel moment de l'intime, je dis, non mais gars, t'es mignon, mais... Enfin genre... Next. Ah ouais, non mais moi, la honte, je peux plus, quoi. Bien sûr. En revanche, il a le droit d'être mal à l'aise et tout, et là, il était très chou, et il a caché son... Il a dit, viens, on va à la douche. Et est-ce que pendant le rapport, toi, t'avais une appréhension, il est en train de me pénétrer, j'espère que je vais pas être sale ? Alors plus maintenant parce que je suis un expert du lavement. Je suis une star du lavement. Pardon, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu es un expert du lavement ? Un petit peu, on peut le dire. Ah non, mais tu sais qu'un de mes ex
lui me disait, putain, je sais pas comment tu fais. Donc même un de mes ex, tu vois, il avait accès à toutes mes informations. Et il me disait, moi, je mets 1000 ans. Alors que moi, j'arrive vraiment en 10-15 minutes. 1000 ans? Ah ouais? Ah ouais. Moi, je sais pas, en 5 minutes, c'est bon, quoi. Ouais, mais je suis d'accord. En fait, c'est très psychologique. Et je peux te dire sur ce dernier lavement que, en fait, mon amant avait une réunion à 14h30. Et on s'est dit, non, vas-y, il y a le temps et tout. Donc, je vais chez lui. Mais du coup, j'ai fait mon lavement à toute vitesse en me disant, plus vite, Guillaume, plus vite, plus vite. Ah, oui. Et en fait, je pense que je l'ai mal fait parce que j'étais stressé. Et c'est vrai que stressé, je pense qu'il y a des trucs qui se compriment. Oui. Et donc, en moi, je dois pas expulser toute notre affaire, quoi. S'il y a une affaire Et puis expulsée. le stress peut donner envie de faire caca aussi, donc malgré le lavement après. Ouais. Peut-être. Et tu penses qu'il y a 4 ans, si ça s'était produit, comment t'aurais réagi? Parce que là, du coup, t'as l'air de dire, bon, ok, on va sous la douche, il y a un petit moment, un peu de flottement, un peu gênant. Et il y a 4 ans, t'aurais réagi comment face à cette situation? Comme une future star du lavement. Non, je rigole. Franchement, j'ai pas de souvenir parce que faut pas non plus mentir. Avant 35 ans, avant il y a 4 ans, j'avais des rapports intimes et j'ai déjà été sodomisé et tout, mais c'est un peu opaque. C'est un peu le brouillard, quoi. Est-ce que c'est pas le petit comment on dit, voile de la honte Ouais, je pense. qui a un peu je pense. fait oublier tout ça? Complètement, ouais. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Et ouais. Et mais franchement, je suis trop fier quand j'ai reçois des messages qui disent avant j'avais mal ou je me faisais mal ou enfin il y a franchement plein de gens qui m'ont dit moi je faisais pas de sodomie, j'avais peur d'être sale et là ça y est je le fais et tout. Il y a des gens qui me disaient qu'ils prenaient des médicaments alors que franchement enfin, en tout cas, sur le long terme, c'est vrai. Enfin, je veux pas donner la leçon et tout, mais tu peux vraiment te faire mal à l'intérieur. Il y a des gens qui mettaient 10 fois trop d'eau ou qui allaient trop en profondeur et qui se blessaient, quoi. Tu vois. Et je suis trop fier d'apporter mon petit grain de sable à ça. Ta contribution à tant de plaisir. Bah ouais. Et il y a des gens, et alors faut vraiment le répéter, parce que les gens qui disent j'ai jamais fait de lavement. Exactement. Ouais. Et je m'en tape. Moi, je fais pas de lavement. Merci. Et mon mec fait pas de lavement. Enfin, Génial. si, il en fait parfois, mais pas systématiquement, ça arrive. Et je suis très content dans ma sexualité. C'est pas donc le lavement n'est pas obligatoire. Ouais, non, pas du tout. Ouais, pas du C'est tout. bien de le dire, ouais. De ouf. Pour moi, c'est. Et en effet, ça m'arrive d'avoir des accidents, ça arrive à mes partenaires d'avoir des accidents, et puis bon, bah voilà. Et en effet, parfois, ça coupe un peu l'envie quand il y a un accident, ça peut arriver. Parfois, non. Et puis parfois, ça la coupe et elle revient, parfois, elle revient pas. Puis voilà, c'est la vie, quoi. C'est un peu comme la pause publicitaire. T'es un peu coupé dans ton élan, t'es un peu saoulé, tu mets sur mute, tu coupes le son. T'en profites pour aller faire pipi. Tu vas faire autre chose et puis tu t'y remets, quoi. Je sais pas si vous avez aimé cette image. Moi, j'ai envie de dire un truc, c'est parce que c'est en lien avec le podcast, et c'est en lien avec nous aussi, notre lien, et c'est sur les pratiques aussi. Moi, je sais que pour la sodomie, de parler en termes concrets, comme toi tu le fais dans le podcast et comme nous on le fait dans nos discussions, ça m'a vachement aidé. Selon les partenaires, j'ai toujours une aise très différenciée à être sodomisé. Donc il y a des partenaires avec qui c'est hyper facile, ça se fait tout seul, puis il y a des partenaires avec qui c'est beaucoup plus compliqué. Et je trouve que le fait d'en parler, et typiquement dans ton podcast, tu parles de la technique de la boussole ou de l'horloge, ou je sais plus quoi, et ce genre de trucs très concrets, concrètement comment ça se passe dans ta sexualité et comment ça se passe dans la mienne, et de le partager, je trouve ça hyper stylé et hyper libérateur aussi. Ouais. Voilà, j'ai envie de partager ça. Ouais, Merci. je suis d'accord. De ouf. Ben, ça, on va en parler dans les points ultérieurement, mais bien sûr que notre lien, et c'est pour ça que je suis trop content que vous soyez là et que je suis super touché, quoi. Mais quelque part, le podcast, il s'en va aussi parce que grâce à vous aussi, tu vois. Parce que j'ai... Blâmez-nous, auditeurs, blâmez-nous. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a aussi, tu vois, à tout moment, je peux vous envoyer un WhatsApp. Tu vois, à tout moment, je sais que on partage un chemin similaire, tu vois. Peut-être c'est ça un truc aussi pour les auditeurs. Sans honte. Je veux pas être prescriptif, mais le podcast donne accès à des conversations intimes qu'on pourrait avoir avec des proches. Moi j'ai envie de dire, mais trouvez ces proches-là et créez ces communautés-là. Ouais. Ayez ces conversations parce que ça libère de ouf, quoi. Ouais. On arrête là pour le premier épisode. Allez. Ok, allons manger des gaufres. Pour une question de temps. Merci. Rendez-vous au prochain épisode.
Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.